un de vos combats, si je puis dire, touche au domaine de la religion et de la laïcité. Est-ce que pour vous, la religion est une menace en général? Je pense que la religion est une menace potentielle. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les religions ont de manière générale une fâcheuse tendance à penser qu'elles détiennent la vérité. Mhm. Et que donc, si à un moment donné, un pouvoir extérieur, c'est-à-dire en l'occurrence l'État, ne met pas de limite à cette prétention du religieux à dire le vrai, le religieux a une tendance à être, alors je vais utiliser un mot très fort, totalitaire. Mhm. Ce que je veux dire, c'est qu'il a tendance à se déployer. Oui. Donc la morale individuelle, la chose publique, etc., etc. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important de développer un contre-pouvoir par rapport aux religieux, qui est le pouvoir de l'État en fait. Ok. Cela étant, je pense qu'on a aujourd'hui évolué dans beaucoup de conceptions de la religion vers une conception beaucoup plus privée, beaucoup plus intime du religieux. Et là, ça ne me pose évidemment aucun problème. Je veux dire que des individus soient croyants, qu'ils estiment pour eux-mêmes que leur manière de vivre leur vie doit être conforme à une certaine vision des choses, qui est une vision religieuse, ça ne me pose absolument aucun souci. Mais donc, si les religions ont, comme vous l'avez mentionné, un caractère quelque peu totalitaire, est-ce que la laïcité dans nos sociétés serait la seule solution pour remédier à ce totalitarisme? Ben, à mes yeux, oui. À mes yeux, la laïcité, en fait, ça n'est rien d'autre qu'un principe territorial, en fait. Mhm. C'est une manière de définir, en fait, quels sont les territoires respectifs du politique, d'une part, et du religieux, de l'autre. Et donc, ça évite à la fois le totalitarisme politique, hein, qui existait avant le libéralisme, hein, pour revenir à notre conversation, au début de notre conversation, c'est-à-dire de dire, bah non, le politique ne doit pas se mêler de tout, il y a une sphère privée de l'individu dans laquelle il doit être libre de croire, d'aller à l'église, au temple, à la synagogue, à la mosquée, etc., etc. Et à la fois, ça évite, donc la laïcité évite aussi le totalitarisme religieux en disant ben non, la religion n'a pas non plus le droit de s'imposer dans toutes les sphères et en particulier dans la sphère du politique, la religion pardon, n'a pas à édicter sa loi. Ok. Alors, toujours dans ce domaine de religion, on va peut-être parler un petit peu des signes convictionnels. Est-ce que pour vous, on doit autoriser ou interdire les signes religieux à l'école? Je veux dire école primaire et secondaire dans un premier temps. Alors pour moi, à l'école, la réponse elle est très claire et il faut les interdire. Ok. Euh, il faut les interdire pour moi parce que c'est symboliquement un message extrêmement important à faire passer. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est un message symbolique. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit une recette magique. Je ne pense pas qu'en interdisant les signes convictionnels à l'école, on va régler tous les problèmes. Oui. Je pense que c'est en fait un premier pas. C'est une manière de dire aux enfants et aux élèves donc, et à leurs parents que dans l'espace de l'école, on n'arrive pas avec ses convictions parce que l'école n'a pas à accueillir des croyants, ni des athées, ni des militants de la protection des baleines ou du nucléaire ou de n'importe quoi. Elle accueille des élèves, en fait, qui sont là pour se former, qui sont là pour apprendre. Et apprendre, ça implique de faire cette démarche mentale, de se dire, OK, j'accepte de me départir de mes préjugés, de mes croyances, de tout ce que j'ai toujours pensé être vrai, Mhm. pour m'ouvrir à la connaissance. Donc Mhm. pour moi, c'est un premier pas symbolique qui ne suffit pas, mais qui est nécessaire. Ok. Et alors, donc, imaginons qu'on interdit ces signes convictionnels en primaire et en secondaire. Que faisons-nous du monde universitaire? Étant donné que là, nous sommes plus ou moins adultes et qu'on est conscient ou en majeure partie conscient de nos choix, est-ce qu'on les autorise ou est-ce qu'on les interdit? Ah, pour moi, là, la question, elle est beaucoup plus compliquée à trancher. Et je vous avoue que je n'ai pas encore réussi à avoir une réponse qui, à mes yeux, soit définitive. Je suis encore en hésitation par rapport à ça. D'abord parce que je pense que, comment dire, il y a effectivement une chose qui est importante, enfin, qui est différente dans l'enseignement supérieur, c'est qu'on a affaire à des adultes. Oui. On a affaire à des personnes qui sont majeures et donc on ne peut plus invoquer, en tout cas de la même manière, la nécessité de protéger l'individu contre la pression du religieux. On Mhm. peut partir du principe qu'on a affaire à des
des gens qui sont majeurs et donc qui sont capables de se protéger eux-mêmes, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus que des mineurs. Par ailleurs, il y a quand même, me semble-t-il, des formations, des disciplines, enfin non, des formations professionnalisantes dans lesquelles ça reste important de maintenir un principe de neutralité parce qu'on a affaire à des gens qui se destinent à des métiers dans lesquels ils devront témoigner de leur neutralité. Et donc c'est pour cette raison-là que moi j'ai trouvé extrêmement regrettable la décision de WBE d'autoriser les signes convictionnels dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, parce que j'estime qu'à tout le moins dans l'enseignement pédagogique et dans le paramédical, il aurait fallu maintenir l'interdiction. D'autant que ça me paraît, disons que l'argument invoqué me paraît un peu curieux. Quand j'entendais Julien Niquez dire, donc invoquer qu'il s'agissait de permettre l'intégration par les études et par l'emploi. Alors d'abord, il y a et par l'emploi qui nous annonce quand même potentiellement d'autres modifications encore plus inquiétantes. Et puis il y a le fait que il me semble que cet argument néglige le fait qu'en fait on a affaire à des étudiants qui, dans l'immense majorité des cas, sortent d'un enseignement secondaire dans lequel ils ont déjà dû ôter leur signe convictionnel, puisque même s'il n'y a pas de décision générale qui a été prise, aucun représentant politique n'a jamais eu le courage de prendre une décision d'interdiction totale. Aujourd'hui, 95% des écoles, tout réseau confondu d'ailleurs, interdisent les signes convictionnels. Donc on peut partir du principe que les jeunes adultes qui arrivent dans l'enseignement supérieur sont habitués, quand il s'agit de jeunes filles qui portent le voile, à enlever leur voile en entrant à l'école et à le remettre quand elles sortent. Et donc je ne vois pas très bien l'intérêt tout d'un coup de dire attention, il faut permettre à ces jeunes filles de garder leur voix, sinon elles ne viennent pas étudier. C'est pas vrai, elles ont fait la preuve pendant 5 ans, 10 ans, enfin depuis qu'elles portent le voile, elles avaient fait la preuve du fait qu'elles étaient capables et disposées à l'enlever durant leurs études. Et en plus de ça, elles se destinent à des professions dans lesquelles elles devront de nouveau l'enlever. Oui. Si elles sont infirmières dans un hôpital public, si elles sont enseignantes, si elles sont éducatrices spécialisées, si elles travaillent dans un CPS, etc. Il y a toute une série d'endroits où on leur demandera de nouveau de l'enlever. Et donc, du coup, je ne comprends pas très bien l'intérêt de leur créer une parenthèse de 3 ans où on leur dit « vous pouvez ». Alors, voilà, parce que... D'autant plus que si elles veulent absolument le garder, je trouve que c'est inquiétant par rapport à la formation à laquelle elles se destinent. On peut légitimement, me semble-t-il, alors se poser la question, oui, mais si vous tenez tellement à le garder dans vos études, est-ce que vous serez disposé à l'enlever quand vous travaillerez? C'est une question légitime, je trouve. Oui, tout à fait. Et alors, j'ajoute à ça une dernière chose, qui est que dans ces formations-là, justement, donc le pédagogique ou le paramédical, enfin en tout cas pour le pédagogique, la formation à la neutralité existe dans le cursus des étudiants. Et donc, je trouve qu'à partir du moment où cette formation existe, il est légitime de demander aux étudiants de faire la preuve de leurs compétences en matière de neutralité pendant leurs études, puisque ça fait partie des cours qu'on leur dispense. Et une des premières compétences les plus faciles à faire, je trouve, c'est de montrer qu'on est capable de ne pas porter de signe convictionnel. C'est le b.a.-ba, ça. Voilà. Vous venez justement de mentionner cette question de neutralité. Qu'est-ce qu'un État neutre, selon vous? Alors, avant de répondre au « selon vous », je vais répondre de manière générale. Donc, je pense que la neutralité, elle peut se définir de manière très, très générale comme le fait de ne pas prendre parti en faveur d'une conviction ou d'une famille convictionnelle particulière. Et là, je crois que tous les États démocratiques modernes sont d'accord aujourd'hui pour dire qu'un État démocratique doit absolument être neutre. Je veux dire, sinon c'est une théocratie. Je veux dire, enfin, en caricaturant à peine, mais je veux dire un État qui dira oui, mais nous on est vraiment très catholique ou on est musulman ou on promeut l'athéisme. Ce ne sont pas des démocraties, ce sont des régimes qui privilégient clairement une famille convictionnelle, et c'est totalement contraire à notre vision actuelle de la démocratie. À raison, me semble-t-il. Donc la neutralité, c'est ne privilégier et ne discriminer aucune famille convictionnelle. Et donc pour l'État, c'est une formule que j'utilise souvent, c'est une sorte d'agnosticisme d'État. C'est-à-dire que pour moi, il s'agit pour l'État de dire, moi je ne sais pas, moi État, je ne sais pas ce qu'il en est de l'existence de Dieu, je sais encore moins si ce Dieu, c'est plutôt le Dieu Jéhovah, Allah, Vishnu, que sais-je, et donc je décide de ne pas introduire la dimension religieuse dans ma manière de concevoir les lois, les règlements, etc. Cela étant,
cette exigence de neutralité, en Occident, je dirais, a pris deux formes extrêmement opposées, en fait, Mhm. qui sont d'une part le multiculturalisme à l'anglo-saxonne et de Mhm. l'autre la laïcité à la française. Mhm. Donc, en gros, le système anglo-saxon considère qu'il est neutre puisqu'il ne discrimine pas les convictions, puisqu'en fait, il les accueille toutes, il les reconnaît toutes avec la plus grande bienveillance. Oui. Et donc, voilà, il ne prend pas parti. Il dit, ah, c'est très sympa, c'est formidable, vous voulez être policier et porter votre turban sikh ou votre voile islamique ou que sais-je d'autre, vous pouvez. Mhm. Nous, État, nous ne nous prononçons pas, nous accueillons tout ça avec la plus extrême bienveillance. L'autre manière de faire, c'est de dire, ben, la neutralité, c'est maintenir une sphère étatique qui soit préservée justement de l'immixtion du religieux. Et donc, ça n'est pas accueillir toutes les convictions, c'est n'en accueillir aucune. Oui. Alors, n'en accueillir aucune, ça ne veut évidemment pas dire toutes les rejeter, mettre en prison les gens qui sont croyants ou que sais-je. C'est simplement dire que dans l'exercice de fonction de représentation de l'État, on n'a pas à marquer son appartenance à une famille convictionnelle particulière. Et nous, en Belgique, ben, on est dans l'hésitation perpétuelle entre ces deux modèles, en fait. Oui. Parce que je pense qu'on a tendance à considérer que le modèle français est plus facile, peut-être plus cohérent, mais qu'il n'est pas très tolérant, qu'il n'est pas très sympathique, qu'il fait un peu violence aux individus. Tandis que le modèle anglo-saxon est vachement plus séduisant parce qu'on accueille les gens comme ils sont, hein, c'est un peu l'idéologie McDo, hein, c'est viens comme tu es, quoi, hein, voilà, et on t'accueillera tel comme tu es, sans rien te demander, donc c'est vachement plus sympathique. Et en même temps, on voit bien à quel point ça pose des problèmes, en fait. On le voit notamment, par exemple, au Québec, où ils ont à un moment donné introduit les accommodements raisonnables. Ça a été très loin, cette logique donc de droits différenciés en fonction de la famille convictionnelle. Et aujourd'hui, ils en reviennent. Mhm. Parce que, en fait, ces modèles qui paraissent très, très tolérants et très ouverts sont des modèles qui génèrent finalement beaucoup de ghettoisation. Mhm. C'est-à-dire qu'à force d'encourager les gens à être comme ils sont et à rester comme ils sont dans tous les espaces qui leur sont accessibles, en fait, on privilégie un fonctionnement de la société où on ne vit pas les uns avec les autres, mais où on vit de façon beaucoup plus communautarisée. Mhm. Et donc, le multiculturalisme anglo-saxon a débouché de toute évidence sur davantage de communautarisme. Mhm. Et ça n'est pas, moi, le type de société dont je rêvais quand, à 15 ans, j'avais mes badges touche pas à mon pote, quoi. Oui. L'idée, pour moi, c'était qu'on allait vraiment vivre ensemble. Oui. C'est-à-dire pouvoir être copains, être amis, faire des familles ensemble, avoir vraiment un véritable brassage, en fait. Et ce brassage n'est pas favorisé par le modèle anglo-saxon. Ça, les études le montrent. Mais ce Voilà. passage serait-il plus favorisé avec un modèle français, du coup? Bah, écoutez, en tout cas, moi, je me souviens d'un livre d'Emmanuel Todd qui n'est pourtant pas suspect d'être un laïcard. Je dis ça évidemment avec tous les guillemets qui s'imposent, mais enfin bon, Emmanuel Todd avait écrit il y a déjà une dizaine ou une vingtaine d'années un livre qui s'appelait Le destin des immigrés, Mhm. où il étudiait ça de manière extrêmement scientifique et il arrivait à la conclusion que le modèle français, que par ailleurs il n'apprécie pas beaucoup, semble-t-il, avait au moins ce mérite d'être un modèle plus intégrateur. C'est-à-dire qu'il y a plus, par exemple, il prenait le taux de mariage mixte. Le taux de mariage mixte est beaucoup plus élevé en France qu'en Angleterre, par exemple. Ok. Ce qui me paraît quand même un indice intéressant. Oui, tout à fait.